pense qu'il est 30, on peut commencer. C'est OK pour tout le monde? OK. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux, plus de 200 inscriptions à ce webinaire sur le dossier spécial décolonisation de la santé mondiale qui est organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de la santé publique avec le soutien de François Berdoux-Go, délégué général de la Société française de santé publique et l'appui technique de Jonathan Jouy de la revue Santé publique. Donc, n'hésitez pas, vous avez accès au chat à inscrire votre nom, vos prénoms, votre structure et le pays dans lequel vous trouvez dans le chat. On a besoin de recevoir vos ondes positives. Donc, je me ferai le plaisir de relayer certains noms et certains pays et bien sûr les structures qui participent à ce webinaire-là. Donc, je suis Fatih Kirakoya, donc j'ai été membre du groupe de pilotage de ce dossier spécial. Donc, je suis statisticienne épidémiologiste et professeure de biostatistique à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, également professeur invité au département de santé internationale de l'Université Johns Hopkins. Donc, mes travaux sont à l'intersection de la science des données, la santé maternelle et infantile, mais également l'équité en santé. Donc, je m'intéresse particulièrement à, à la manière dont les déterminants sociaux influencent la santé des populations, aux approches quantitatives pour documenter, questionner, mettre en lumière ces inégalités-là. Donc, nous avons également dans le panel Fatoumata Anne. Fatoumata a été également membre du groupe de pilotage de ce dossier. Elle est socio-anthropologue de la santé et professeure au département de sociologie de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Elle est spécialiste des politiques publiques en santé en Afrique et a mené de nombreux travaux, notamment sur les systèmes de santé, les dynamiques de gouvernance autour de la tuberculose, du VIH, de la santé communautaire, ainsi que des instruments et des dispositifs d'action publique en santé. Fatoumata est également rédactrice en chef adjointe de la revue Santé publique. Comme autre membre du groupe de pilotage, nous avons Amandine Filol. Donc, Amandine Filol est docteur en santé publique. Sa thèse a porté sur les injustices épistémiques dans les collaborations scientifiques entre le Nord et le Sud. Actuellement, elle est chargée de mission dans un espace santé étudiant et elle s'intéresse à l'évaluation des interventions en prévention et promotion de la santé. Elle est également éditrice de la revue canadienne de bioéthique et membre du conseil scientifique de Santé Sud. Nous avons également un autre membre du comité de pilotage, Valérie Rie. Donc, Valérie, il est directeur de recherche à l'IRT France. Il ne peut malheureusement pas être aujourd'hui parmi nous parce qu'il dispense actuellement un enseignement d'ailleurs dans mon université, donc à l'Université libre de Bruxelles. Et voilà. Donc, je pense, voici les panélistes. Le dossier spécial sur la décolonisation a suscité énormément d'intérêt et d'ailleurs, on le voit par rapport au nombre d'inscriptions à ce webinaire et en quelques chiffres, ce dossier qui a été lancé en fin juin, en fin décembre plutôt 2023, c'est plus de 60 lettres d'intention qui ont été soumises. Le groupe de pilotage en a retenu 14 environ, et il y a 11 articles qui ont été reçus pour que finalement on ait l'espace de publier
de ces articles, bien entendu, hors éditorial et introduction. Nous avons aussi l'honneur d'avoir dans les personnes inscrites à ce webinaire des auteurs, des autrices de ce numéro, notamment Émilie Pigeon-Gagné, Marameni Machado, excusez-moi si j'écorche le nom, Ange Mekhali Balou, Loubna Belaïd, et j'espère, s'il le souhaite, il pourrait intervenir ici dans les différents échanges. Donc, je vais juste partager peut-être quelques noms, structures. Donc, on a Patrick Seke Marob. Oups, ça va vite. Oups. Euh, oui. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Je Ok, crois ça qu'il ne va. se passe Ben, rien de problématique. Tu peux Ok, poursuivre. génial. Donc, on a Lara Maillet du Canada, Isei qui est chargée de plaidoyer et affaires européennes à Action Santé Mondiale à Bruxelles. On a Noaga Okobo euh, du master en coopération et aide humanitaire, Mahamoudou Moustapha Sow, qui est de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Nous avons Charline de la Fédération des acteurs de la solidarité en France, référente sur la santé des personnes en situation de précarité. Vous aurez compris que Charline est en France. Gérard Sossou du Bénin, euh, Tatiana de ENAP Montréal. Donc, voilà, nous avons Samira de l'Université d'Ottawa, Céline du CNRS. Donc, vraiment, des inscrits de partout qui vient une fois de plus soulever tout ce débat en lien à la santé, à la décolonisation en santé mondiale, des questions essentielles et qui méritent bien entendu qu'on puisse leur consacrer un numéro spécial. Malheureusement, je dois vous quitter et je vous laisse en de bonnes mains avec mes collègues Fatoumata et Amandine pour animer le reste de la session. Donc, je dois dispenser un enseignement qui est prévu de longue date et donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et des échanges très passionnants, très enrichissants, toujours dans un cadre scientifique. Merci beaucoup, au revoir et bonne session. Merci Fatoumata. C'est plutôt Amandine. Amandine, tu as la parole. Merci beaucoup, Fatih, pour cette introduction. Alors, pour revenir un peu sur les raisons qui nous ont amenés à faire cet appel à contribution pour ce numéro, sur la notion de décolonisation en santé mondiale ou santé publique mondiale, c'est le fait que c'est un sujet qui commence à être relativement bien traité au niveau international, mais qui est aussi en fait traité en sciences sociales, même si la notion de décolonisation est étudiée parfois avec d'autres mots en sciences sociales depuis très longtemps. Et l'enjeu qu'on a, nous, en fait, en santé publique, c'est de rendre la décolonisation de la santé mondiale ou la santé publique mondiale pratique. C'est-à-dire comment on fait de façon très concrète pour réussir à limiter l'influence des... Jonathan, je te vois lever la main, c'est pour maintenant ou... Non, non, pur accident, pardon. Vas-y. Ok, pardon. Et donc, de savoir comment on peut tenter de limiter l'influence des structures de pouvoir dans nos pratiques concrètes en santé mondiale, ou alors tout bonnement contribuer à déconstruire ces structures de pouvoir pour essayer d'atteindre une justice sociale qui ne porterait pas seulement le nom de justice sociale, mais qui serait une réalité concrète. Et donc, on se heurte à deux grandes difficultés
en tout cas qu'on a pu voir notamment avec les articles de ce numéro. La première, c'est l'invisibilité des structures de pouvoir. C'est-à-dire que les structures d'oppression ne se voient pas et donc on a tendance à se dire que ça va plutôt être un problème de relation ou un sujet interpersonnel plutôt qu'un problème systémique. Je ne suis pas sexiste, je ne suis pas raciste parce que je suis quelqu'un de bien. Et donc, on a tendance à souvent ramener ça à ce qu'on est parce que les structures qui nous amènent à avoir une façon de faire de la santé publique qui est dépendante aux structures. Et donc, ça, c'est ce que, par exemple, dans le secteur des droits et santé sexuelle et reproductive, Ange Merali Balou permet, et donc, n'hésitez pas, toutes les auteurs et les autrices desquelles je parle, n'hésitez pas à intervenir aussi directement pendant que je parle, ça peut toujours permettre d'ouvrir la discussion. Mais du coup, dans votre texte, vous expliquez que finalement, dans ce secteur-là, et particulièrement par rapport au travail qui se fait dans les territoires ultramarins, on invisibilise l'impact de la race, de la colonisation, et finalement, on a l'impression que ne pas voir la différence, c'est une forme de neutralité, alors que finalement, cette différence, elle existe, et que la reconnaître serait une façon de limiter l'impact des structures coloniales. Alors que là, sous couvert de neutralité, de normes, de techniques, on ne prête pas attention à ces différences que vous appelez comme la cécité décoloniale ou l'épistémologie de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on produit de l'ignorance volontairement. Et ce qui fait que on arrive dans des contextes où en fait la légitimité qu'on apporte à certaines personnes par rapport à d'autres n'est pas interrogée. Par exemple, quand on est blanc dans ce contexte-là, la légitimité qui est d'office accordée ne sera pas interrogée. Donc voilà, et c'est cette invisibilisation qui fait que c'est compliqué aussi de réussir à trouver des solutions pour ces questions de colonisation dans le secteur de la santé publique. Et la deuxième grosse difficulté, mais qui est quand même liée à l'invisibilité, c'est la question de l'implicite. C'est-à-dire que cette colonialité, elle est non seulement dans la façon dont on est organisé, c'est-à-dire qu'on a une surreprésentation des personnes dominantes dans la santé publique, donc dominantes, c'est-à-dire qui cumulent plusieurs formes de privilèges, que ce soit lié à l'origine ethnique, au genre, à la classe sociale, à l'orientation sexuelle, enfin l'ensemble des systèmes d'injustice. Et donc finalement, ça conduit aussi à cette forme implicite qui est la production des connaissances. Et on produit des connaissances scientifiques ou des connaissances explicites, en fait, au-delà des connaissances scientifiques, qui paraissent comme neutres, mais qui, en fait, ne sont pas neutres puisqu'elles sont le produit d'une certaine partie de la population. Et ça, les épistémologies décoloniales, mais aussi les épistémologies féministes, l'ont montré depuis longtemps. Par exemple, pour reprendre Harding et Haraway, la notion de savoir situer, c'est-à-dire la position sociale qui influence la nature des connaissances qu'on va produire, montre que ce qu'on va dire dépend de qui on est. Et donc, pour reprendre juste un exemple pour illustrer ce propos, en tout cas dans les épistémologies féministes, on a la biologie, par exemple, naturalise certains stéréotypes. On a longtemps pensé que l'ovocyte avait un rôle passif dans la reproduction, et donc ça reproduisait le fait que l'ovocyte, la gamète féminine, attend gentiment que son prince charmant, le spermatozoïde, arrive pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, en fait, implicitement, ça conduit aussi à reproduire certains systèmes de pensée. Et très concrètement aussi, cette façon de penser, cette façon de produire les connaissances, en santé publique, c'est important de la réfléchir parce qu'on a des implications très directes, très pratiques, et ça conduit, par exemple, dans la façon dont on se base pour identifier les symptômes des maladies, mais en fait, on se base sur des référentiels qui sont fondés sur des études souvent réalisées envers certaines populations blanches, éduquées, démocratisées, ce qu'ils appellent en psychologie les weird people.
western, educated, enfin bon, c'est les personnes en fait qui cumulent différents systèmes de privilèges. Et donc, cette part d'implicite, elle est traitée dans un des articles aussi de ce numéro. Sur le projet de loi à Québec sur la sécurisation culturelle qui visait à l'origine à prévenir le racisme systémique à l'égard des populations autochtones. Je crois que pour nos collègues québécois, canadiens, il est un peu tôt, donc je ne sais pas s'ils sont là. C'est un article écrit par Luna Belaïd et ses collègues. Et en fait, malgré une bonne volonté de vouloir faire un projet de loi, donc d'institutionnaliser quelque chose pour lutter contre le racisme systémique, ce projet de loi, il a été pensé à partir de personnes qui cumulent plusieurs systèmes de privilèges. Et donc, ça conduit à, par exemple, dans ce projet de loi, il y a, sans le vouloir, sans doute, une espèce de création de la binarité, c'est-à-dire que ce projet de loi, il parle de eux et de nous. Donc de eux, les populations autochtones, considérées comme, alors qu'il y a plusieurs types de populations autochtones, mais qui sont considérées comme un seul type de population. Et donc, ça crée une espèce d'essentialisation culturelle qui amène aussi à renforcer le fait qu'il y a des personnes qui sont d'un côté et d'autres personnes qui sont de l'autre. Et donc, dans ce projet de loi aussi, on essaye de penser les injustices, on essaye de penser les spécificités culturelles des populations autochtones dans les services de soins et sociaux, mais du coup, on ne pense jamais non plus les privilèges. Et comment ça se fait que les structures créent ces situations-là. Donc, on essaie de rattraper un petit peu la casse, mais on n'essaie pas de s'attaquer vraiment aux problèmes de base qui créent les injustices pour ces populations-là. Et donc, finalement, en fait, si le changement de paradigme de la santé internationale à la santé mondiale visait à mieux étudier les déterminants structurels et de prendre en compte les effets de la mondialisation sur la santé, il y a un pari qu'on n'a pas encore réussi qu'on n'a pas réussi à gagner. C'est finalement de réfléchir non seulement en fait la façon dont est organisée la santé mondiale, qui fait qu'en fait pour l'instant, au niveau des organisations internationales, par exemple, on voit que la majorité des personnes en situation de pouvoir sont des personnes qui cumulent plusieurs situations de privilèges, et donc on a du mal à faire venir à un haut niveau, ou en tout cas un niveau de décision important des personnes qui jusque-là n'auraient pas été entendues. Et donc, ça amène aussi à ce que la santé mondiale soit pensée, soit formulée, soit mise en œuvre en suivant des systèmes de gouvernance injustes, mais qui paraissent comme normaux. Et donc, c'est certains événements dans la société civile aussi, comme ces dernières années avec Black Lives Matter, MeToo, qui permettent de penser le fait que les injustices sont systémiques. Et ça a permis aussi ces dernières années de mettre à l'agenda cet aspect systémique et de sortir de cet aspect relationnel ou interrelationnel. Donc, pour terminer, c'est l'enjeu de cet appel à contribution, il avait aussi l'idée de proposer des solutions. C'est-à-dire que, OK, on connaît bien les problèmes et on les a bien documentés en sciences sociales, on les a bien documentés aussi, on commence à bien les documenter en santé publique. Donc, qu'est-ce qu'on fait plusieurs articles de ce numéro, dont celui de Nicolas Méda et ses collègues sur la place des ONG et des acteurs de haut niveau dans la politique, dans la prise de décision politique au Burkina, un autre article d'Amélie Blanchet-Gournaud sur la collaboration entre autochtones et chercheurs allochtones, un autre article aussi écrit par Émilie Pigeon-Gagné et ses collègues, mettent en avant la notion de responsabilité, c'est-à-dire c'est aussi, donc c'est un problème systémique, mais c'est aussi une responsabilité à prendre au niveau des projets, au niveau individuel, pour essayer de contrer ces injustices. Par exemple, dans l'article du professeur Nicolas Méda et collègues, on parle de réflexe de domination. C'est-à-dire qu'on est dans un réflexe, on est dans des biais, on est dans quelque chose qui se passe de façon automatique, et c'est une responsabilité de réfléchir à ce qui conduit à ces réflexes, comment ils se conduisent, comment ils se conduisent et comment les limiter. Et donc, en fait, finalement, cette responsabilité, elle conduit à se poser ces questions, elle conduit aussi à travailler sur les biais que chacun a
dans les collaborations avec les autres personnes, dans les collaborations Nord-Sud, mais dans les collaborations politiques ou dans les collaborations interacteurs comme entre les ONG, les bailleurs de fonds et au niveau politique. Et donc, finalement, cet appel à contribution, il avait aussi pour vocation à essayer de faire passer la notion de décolonisation en santé mondiale comme quelque chose qui ne serait pas tabou, c'est-à-dire d'ouvrir un peu la fenêtre d'Overton, que ce ne soit pas tabou, que ce soit une idée qui soit raisonnable, de laquelle on peut parler pour essayer de trouver des solutions. À condition, bien sûr, aussi que la notion de décolonisation ne devienne pas une notion instrumentale ou alors instrumentalisée au niveau politique, comme ça a été fait aussi pour beaucoup de concepts. Et un des articles de ce numéro, par exemple, écrit par Amélie Aubert-Plard, montrait aussi que la notion de décolonisation a été utilisée de façon instrumentale à haut niveau en Bolivie, puisque finalement, en fait, elle a été utilisée pour créer des nouveaux dispositifs en santé et en fait, ça a été plus une opportunité politique qu'une remise en cause vraiment réelle des structures de pouvoir en place. Je laisse la parole à Fatoumata pour continuer, puis après, j'espère qu'on pourra avoir des discussions riches sur ces sujets. Et les auteurs et les autrices, n'hésitez pas à intervenir non plus. Aussi, pardon. Merci, Amandine. Jonathan, tu as levé la main, c'est une erreur ou c'est... Non, c'est juste pour signaler que 2 questions ont été posées. Euh, Peut-être qu'on peut y répondre dès maintenant. Voilà, Alors, donc la question-réponse, et sinon je peux aussi donner la parole directement aux personnes si vous voulez les poser à voix haute, c'est peut-être plus confortable. oui, oui, on peut faire ça. On peut faire ça, effectivement. Alors, Charline, si vous le souhaitez, sur cette question de la binarisation dans les projets ou textes de loi, vous pouvez prendre la parole. Hop, si vous êtes Oui, toujours là. bonjour. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je vais être très rapide pour éviter les problématiques de temps. C'était oui, comment nous travaillons toujours avec les personnes concernées quand on rédige nos positionnements ou plaidoyer à la fédération, mais est-ce que c'est suffisant? Et vous m'avez fait beaucoup réagir par exemple sur une minorité à dire les autres et nous. Donc, et comment on peut éviter de tomber dans ces écueils et de ne pas être dans ce qu'on appelle un peu l'usager alibi, dire on avait les personnes concernées, donc c'est entre guillemets validé. Donc, après, j'ai bien noté toutes les lectures que vous avez citées pour nous en inspirer vraiment, parce que bon, on cherche toujours à s'améliorer. Merci. Alors, je précise que vous travaillez à la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est une fédération d'acteurs français travaillant dans le champ de la solidarité au sens large, donc de l'action sociale. Les prochaines fois, essayez de vous présenter en 2 mots avant de parler. Amandine, je t'en prie. Oui, c'est une grande question parce que moi, j'ai pas de solution parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est que par exemple, si on travaille avec une catégorie d'acteurs, mais est-ce que par exemple, on va travailler avec des femmes en situation de précarité, ok, est-ce que on prend une femme en situation de précarité et donc elle va être représentante de la voix de toutes les femmes en situation de précarité? À quel point en fait on peut choisir selon les caractéristiques des personnes? C'est vraiment une grande question. Les seules solutions, moi, que j'ai rencontrées avec mes lectures, c'est d'essayer, en tout cas, donc au-delà de la représentativité ou de qui écouter, c'est au moins de savoir comment écouter et de prendre en compte ses propres biais dans la façon dont on considère les informations par les autres. C'est-à-dire que la crédibilité de ce qu'on va, ou la légitimité de ce qu'on considère comme une connaissance en face de soi ou comment on va la prendre en compte, elle dépend beaucoup des biais qu'on va avoir et des stéréotypes qui peuvent être ancrés dans la société et qu'on véhicule. Donc, c'est uniquement cette solution, mais j'invite les autres participants, peut-être aussi, si vous avez des réponses à cette question. Alors, on peut faire effectivement un premier round de discussion là-dessus, sur la question de la participation et du fait de développer des stratégies, des outils, des méthodes
pour assurer une participation réelle, concrète aux interventions ou à la définition des politiques. Vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Soit on ne Et continuerait pas plutôt sur la question de la positionnalité et les enjeux pour après terminer un peu sur un débat plus large sur ces questions. Je ne sais pas. moi, tout me va, hein. Je suivais ce que propose Amandine, mais si tu veux y aller, vas-y. Et puis après, on a une discussion plus complète. On garde bien vos questions, il n'y a pas de problème. On est deux à le faire, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de loupé. Fatou, je t'en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être nombreuses et nombreux à nous écouter ce matin. Assez rapidement, je vais enchaîner un peu sur ce que disait, là où tu as terminé, Amandine, sur la question, en fait, plus globalement de la positionnalité, parce que c'était de ça qu'il s'agit quand on veut répondre à la question de Charline. Je voudrais, avant cela, quand même, revenir sur la manière dont, dans ce numéro, nous avons défini la question de la décolonisation. Parce que nous invitons surtout à pouvoir, de manière très concrète, comprendre la décolonisation comme ce processus qui consiste à remettre en question et à déconstruire les idées, les valeurs et les pratiques coloniales ancrées dans la société. C'est-à-dire que ce débat ne s'inscrit pas seulement dans l'analyse des rapports de domination et de pouvoir entre le Nord et le Grand Sud ou le Sud global, mais c'est aussi une invitation à intégrer dans nos pratiques cette dimension transculturelle et transnationale des problématiques de santé publique. Et pour ce faire, je voudrais rappeler deux exemples qui me semblent assez importants. Le premier, c'est l'exemple du Covid. Parce qu'en fait, quand l'épidémie est survenue, cette épidémie de Covid a été un moment à la fois de représentation de soi, de présentation de soi pour les différents pays, que ce soit les pays africains, les occidentaux, etc., mais surtout de réactivation d'imaginaire sur l'Afrique, au point d'ailleurs que la résilience des systèmes de santé en a surpris plus d'un, que la précocité des réactions, la santé communautaire comme levier pour circonscrire l'impact des épidémies, les choix thérapeutiques autonomes des médecins sur le continent et qui a été faiblement reconnu au niveau mondial et qui devait servir, à mon sens, comme point de départ d'une réforme de la gouvernance mondiale de la santé, ne s'est pas réalisé. Ça, c'est un premier cas concret auquel on a été confronté, au point d'ailleurs que même on a pu voir que pendant quand la vaccination a été rendue disponible, on a vu que pour l'Afrique, ça a été l'occasion de revoir, ou en tout cas de voir les enjeux géopolitiques qu'il y a autour de la disponibilité des vaccins. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est un article qui a été publié dans la revue Santé publique et qui avait trait dans la rubrique, un article de promotion de la santé et qui révélait la difficulté que les personnels de santé avaient pour adresser des problématiques comme les mutilations génitales féminines, ici, dans le contexte français. Et donc, en disant que oui, il y avait un tabou sur la sexualité, elles ne savaient pas, pour la plupart, c'était des femmes, elles ne savaient pas comment adresser cette question avec des populations qui vivent en Île-de-France, si ma mémoire est bonne. Et donc, pour dire tout simplement que finalement, quand on parle des enjeux de décolonisation, c'est de tout cela qu'il s'agit. Mais c'est de tout ça qu'il s'agit, et donc c'est de pouvoir répondre à des questions qui parlent, pour qui et dans quel objectif. Peut-être que c'est là où on commence à interroger cette notion de positionnalité, parce que finalement, la manière dont on se positionne va être assez centrale
dans la manière dont nous allons, dont les problématiques de santé vont être prises en charge et être adressées. Parce que, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça nécessite, par exemple, dans la santé publique mondiale, toutes les questions autour de la réflexivité. Est-ce qu'on est capable, parce que la réflexivité est quand même une dimension essentielle de la santé publique et de la promotion de la santé, mais est-ce qu'elle est aussi évidente et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos manières de faire? Et ça veut dire effectivement de reconnaître d'entrée de jeu les enjeux ou les différences de pouvoir et les inégalités entre les personnes, mais ça suppose aussi différents types d'engagement, à mon avis. Une première forme d'engagement pourrait être d'abord la neutralité dont on a parlé, mais ça peut être aussi un engagement qui prendrait d'ailleurs des formes de prise de risque pour les acteurs qui adressent ces questions-là. On le voit pour le cas des ONG et certaines ONG, par exemple, mais cette prise de risque est aussi, pose également la question du financement de la recherche, pas de la recherche en santé publique et de l'aide au développement. Et ça a été le point ça a été le point qui a été développé dans l'édito de ce numéro, parce que justement, ce numéro est paru à un moment où l'élection présidentielle américaine a quand même impacté les programmes de santé dans des pays qui se situent à des milliers de kilomètres des États-Unis, parce que tout simplement, le financement de la recherche mondiale et de l'aide au développement est quand même fortement dépendant de l'aide extérieure. Et donc, c'est-à-dire que ces enjeux de financement sont aujourd'hui à analyser, parce que tout simplement, c'est ce qui définit les priorités de santé dans des pays pour lesquels ce qui est défini comme priorité ne l'est pas en soi. Et ça s'accompagne avec une forme d'imposition de normes et de règles d'administration de financement par les bailleurs, au point qu'aujourd'hui, quand ça s'arrête, on est dans des situations assez compliquées, particulièrement dans les pays africains. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais évoqué. Le deuxième élément, c'est aujourd'hui par rapport aux enjeux décoloniaux, il y a la nécessité aussi de repenser la manière dont les modes de reconnaissance du savoir. C'est-à-dire que les formes de production du savoir scientifique sont quand même soumises aujourd'hui à une sorte de hiérarchie où il y a une hégémonie des savoirs qui sont dits universels et un manque de reconnaissance des savoirs expérientiels qui vont être qualifiés de sous-savoirs, ou en tout cas qui vont avoir du mal à être reconnus. Et donc, la particularité pour la santé mondiale, c'est que la gouvernance de la santé et le pouvoir en santé mondiale se maintient aussi grâce au développement de ce système de savoir qui contribue à créer et à maintenir les injustices épistémiques. Et donc, pour nous, il est important ici aussi de pouvoir réfléchir à la manière dont on peut se pencher sur la production des savoirs thérapeutiques et techniques et qui interrogerait l'universalité de la démarche scientifique au profit des catégories d'analyse du sud global ou des catégories sur la recherche communautaire. Et donc, en matière de santé mondiale, cela peut conduire, je termine par là, sur une sorte d'esquisse peut-être de solution, une piste de réflexion, de manière concrète à des changements significatifs. Amandine, tu parlais de changements paradigmatiques. Je pensais
à l'article de Lara Gauthier sur justement la méthode de l'iceberg pour analyser les problèmes de santé publique, à des changements significatifs donc dans la manière dont les interventions de santé publique sont conçues et mises en œuvre. Et donc, cela voudrait dire qu'il y a une nécessité, par exemple, de prendre en compte la complexité des contextes, et surtout la nécessité de reconnaître la multiracialité des perceptions, parce que finalement, quand on parle aussi de décolonialité, il est important de penser ou d'agir, de penser les imaginaires mentaux qui peuvent structurer les rapports aux innovations et à la santé des populations. Et donc, voilà, je voudrais donc terminer pour dire tout simplement que voilà, c'est un débat qu'on voulait susciter et donc voilà, on pourra continuer les discussions et approfondir sur des aspects qui n'ont pas été évoqués dans nos différentes présentations. Je vous remercie. Merci Fatoumata. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont liées à ton intervention, mais aussi plus générales. Et il y a une main levée. Je propose de commencer par la main levée. Il n'y a qu'un nom, Maniga. Je vous en prie, prenez la parole. N'hésitez pas. En vous présentant en 2 mots, si possible. Et puis, si ça ne marche pas, on passe aux questions qui ont été posées et on reviendra un peu plus tard à cette personne. Alors, une question pour Fatoumata de façon directe. On redéroulera le fil précédent Allô, après. excusez-moi, je viens de mettre en mode Oui, annonce mon micro, je suis désolée. Est-ce que je vous vous en passez à prie. la question? Oui, parce qu'en fait, je suis sur mon portable, je n'ai pas réussi à Il n'y me a pas de brancher problème. Il n'y sur a pas de l'ordi. problème. Allez-y, Alors, je vous en prie. j'ai Robert Maniga, donc je suis médecin de santé publique. J'ai travaillé au ministère, etc. J'ai été membre de la Société française. J'ai arrêté parce que j'ai pris une retraite ou plutôt du recul par rapport à des activités rémunérées. Alors, j'ai 2 remarques sur cette question que je trouve éminemment intéressante puisque je me suis branchée au vu du sujet que je ne connais pas en termes de votre publication, mais voilà. Concernant la mention des États-Unis et de l'impact de l'élection de Trump, il me semble intéressant de porter ce sujet, enfin de l'étudier très sérieusement. Je ne sais pas dans quelle mesure il l'a été, parce qu'il y a des travaux qui ont été menés, des travaux extrêmement intelligents et intéressants plutôt, je n'ai pas à les qualifier, aux États-Unis dans les domaines des sciences humaines et sociales, avec la mention de 2 concepts, celui de white fragility, qui a été développé par Robin DiAngelo, et un livre qui a été publié par Angie Beeman sur le liberal white supremacy. Alors, je pense que vous avez des connexions avec le Canada, pays que j'aime beaucoup, mais est-ce que vous avez investigué plus en avant ce qui se fait aux États-Unis, qui ont été quand même aux premières lignes des débats sur les droits civiques, sur la discrimination, et souvent j'ai vu traiter de manière un peu tronquée certaines des politiques menées, comme celle de affirmative action. J'ai vécu aux États-Unis moi-même, et voilà. Donc, est-ce que vous avez pensé à explorer les pistes états-uniennes? Ça, c'est la première remarque. Excusez-moi si je suis longue. La deuxième, c'est que j'ai vu passer dans le chat une question sur un lien éventuel entre l'hésitation vaccinale et la décolonisation de la santé publique mondiale. Moi, j'ai eu une expérience d'une consultation que j'ai menée au Nigeria, où effectivement, il y avait la question de la vaccination contre la polio et du recul du programme mondial du fait de cette hésitation vaccinale qui est effectivement en lien avec ce qu'on peut appeler décolonisation. Donc voilà, c'était les 2 choses que je voulais introduire au débat. Merci. Merci. Je note qu'il y a des Nord-Américains avec nous, en l'occurrence des Canadiens, qu'ils et elles n'hésitent pas également à intervenir à la suite de votre question. Amandine, Fatoumata, vous avez la parole. Vas-y, Fatoumata, si tu veux.
Alors, assez rapidement, hein, je voudrais revenir sur la question américaine, depuis un certain nombre, enfin, depuis ces dernières années, on a travaillé sur différents, quand je dis 11, c'est aussi bien avec Valérie Reed qu'avec Jean-Hugues Caffin, le co-auteur de l'édito pour ce numéro. On travaille depuis un certain nombre d'années sur les instruments et les dispositifs de l'aide publique, de l'action publique sanitaire et des politiques publiques en Afrique de l'Ouest francophone. Et on a pu voir comment, finalement, les théories d'inspiration néolibérale ont contribué à la mise en place d'instruments et de dispositifs qui, dans certains cas, ont été des échecs. Je donne pour exemple le cas du modèle initial de couverture maladie universelle qui a été mis en œuvre parce que avec un financement américain et qui a fait perdre quand même au pays près de 20 ans. On est revenu maintenant sur un autre modèle mis en place par Enabel et tout. Bon, ça, c'est un des exemples. Et donc, le FBR aussi, le financement basé sur les résultats a finalement été abandonné pour dire que tout simplement, aujourd'hui, sur l'enjeu des élections, ou en tout cas les effets des élections, de l'élection présidentielle américaine. Il y a eu récemment différentes présentations, ou en tout cas des prises de position de chercheurs américains sur cette question-là, en montrant justement les impacts. Et aujourd'hui, il y a même un appel à une mobilisation communautaire internationale pour faire face justement aux formes d'oppression que les chercheurs américains sont en train de vivre. C'est ce que je voulais dire assez rapidement. Un autre point sur l'hésitation vaccinale, il me semble, je termine, et je passe la parole à Amandine, juste assez rapidement, c'est qu'il faut savoir que la question de la vaccination, l'hésitation vaccinale en soi, pour nous, est un concept importé. Quand je dis concept importé, c'est que à quoi ça renvoie l'hésitation vaccinale concrètement dans des pays où on a vécu plutôt de l'expérimentation vaccinale et qui réactive aujourd'hui un imaginaire colonial très fort, où l'Afrique a été quand même un terrain d'expérimentation. Et donc, ces discours ont été réactivés pendant le Covid, notamment par rapport donc à cet exemple sur histoire de la santé et vaccination, innovation. Je voudrais renvoyer à l'ouvrage de Guillaume Lachenal, ce médicament qui devait sauver l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Amandine, tu veux ajouter des éléments? Oui, juste pour compléter sur la question de l'hésitation vaccinale, mais plutôt dans un contexte occidental. En fait, je crois que c'est une étude aux États-Unis en plus, du coup, qui montrait que en fait en fait, ça n'a pas de pair pour moi avec la notion de décolonisation de la santé, qui peut en fait se réfléchir dans les pays occidentaux ou les pays du Sud en voie de développement. Je vois plusieurs façons dont c'est appelé, donc je reprends les appellations. Mais que, en fait, pour certains, ça peut être interprété comme une forme de résistance à une situation socio-économique qui est défavorable pour eux, en fait. Et donc, comme on a des normes en santé publique, que c'est associé à un pouvoir, ou en tout cas associé à l'État, à un État qui, pour certaines personnes, les conduit à avoir une situation défavorable, en fait, les personnes-là, leur seule façon de réagir, c'est d'avoir des comportements un peu contraire à ce qui serait dicté par le gouvernement. Et donc, ça s'applique à la vaccination, mais aussi aux comportements liés au tabagisme, aux comportements de prise de risque sur la route, etc. Donc, voilà aussi une façon par laquelle ça peut être interprété. Tu veux dire une espèce de résistance à la norme, au fond? Voilà, c'est ça. Le seul levier de pouvoir, en fait, qui semble accessible. De pouvoir
d'autonomie, de... Ok. Alors, bon, on manipule des concepts que certains connaissent très bien, que d'autres connaissent moins, qui par ailleurs sont sujets à discussion, quand bien même il existe une littérature importante sur le sujet. Il est question d'importation, d'exportation, d'appropriation, d'acculturation, d'inculturation. Bon, voilà. On pourra y revenir. Il y a des questions très précises pour Fatoumata, puis après on reviendra peut-être, parce que finalement, un des enjeux qui ressort, c'est les obstacles, mais aussi comment on peut développer des stratégies, des outils ou des méthodes pour les dépasser. Alors, question pour Fatoumata. Quels sont les meilleurs relais? Alors, c'est une question très ouverte, hein. Selon vous, quels sont les meilleurs relais en matière de santé publique, par exemple dans les pays à ressources limitées ou en développement? Et une deuxième, est-ce qu'une approche communautaire de la production des savoirs et des connaissances ne permet pas de régler le problème de hiérarchisation des connaissances? Voilà, Alors, deux questions directement pour toi. Vas-y. des questions très larges. Je vais commencer par la deuxième sur le fait que sur les savoirs communautaires. Mais en fait, le problème, ce n'est pas tant la production de la recherche ou en tout cas de la connaissance à partir d'une démarche et d'une réflexion communautaire. L'enjeu, c'est surtout comment arriver à ce que les dispositifs ou en tout cas le système de reconnaissance des savoirs puissent prendre en compte la validité de ces savoirs scientifiques. Pour moi, c'est ça l'enjeu en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que l'on puisse reconnaître cette forme de production comme que les visions du monde, que les sens et les significations données par les acteurs communautaires puissent être entendus, sachant d'ailleurs que la santé communautaire est une partie de la santé publique, fait partie de la santé publique. Donc, à partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas seulement de dire, ben tiens, oui, c'est un savoir expérientiel, donc, mais quel est le processus là de reconnaissance qui fait que le savoir scientifique est reconnu comme universel? Pourquoi on ne passerait pas les savoirs endogènes, expérientiels, communautaires dans ce même moule ou un moule qui permettrait de rendre visible cette forme de connaissance pour qu'on puisse arriver à une sorte d'équilibre. C'est utopique ce que je dis, mais il me semble qu'il faudrait que l'on puisse agir sur les ressorts ou en tout cas sur les conditions de la validité scientifique, ce qui fait la vérité scientifique. Qu'est-ce que c'est et comment on peut y incorporer d'autres manières de penser et de voir. Oui. Non, pardon, juste une petite parenthèse pour compléter ce que tu dis. Il y a aussi le fait que parfois les personnes qui sont déjà en situation de non-légitimité, en fait, se censurent elles-mêmes, mais sans même s'en apercevoir. On a montré, par exemple, jusqu'aux années 70-80 en France, on parlait d'inadaptation sociale pour les personnes qui étaient en situation de vulnérabilité sociale et qui disaient elles-mêmes, mais en fait, ce que j'ai à dire, c'est pas important, donc je vais pas le dire. Et donc, ça contribue aussi à ce qu'elle s'efface et ensuite à créer un système de connaissances qui ne valorise que certains discours. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Oui, non, c'est très bien de le dire. Merci beaucoup. Il y a une question déjà un peu ancienne que je ne voudrais pas qu'on oublie d'un participant du Québec qui nous dit: les termes autochtones et allochtones ne sont pas clairs pour moi. Ne sont-ils pas une réduction? Alors, ça fait référence notamment à ce que Fatih disait au début. Ne sont-ils pas une réduction dans le sens de eux et nous? Est-ce que ce n'est pas une façon de reproduire un eux et nous? Ce allochtone, autochtone, bon, qui est un vocabulaire peu français, mais qui est un vocabulaire, enfin peu français, oui, qui est francophone, mais pas français, mais qui est très présent, évidemment, dans les pays qui sont confrontés à des questions de nation première, etc. L'une de vous deux veut réagir à ça, autochtone, allochtone? Ou Amandine? Alors, moi, j'ai rapporté l'article de nos collègues. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais eux parlent bien du fait qu'ils parlent des populations autochtones pour rassembler les
les difficultés auxquelles ces populations font face, qui sont communes en fait, de par l'ancienne colonisation de ces populations. Mais dans l'article, ils décrivent bien qu'il y a différents types de populations autochtones. Donc, mais je suis d'accord. Peut-être s'il y a les auteurs de cet article, je veux bien avoir leur avis. Mais voilà, c'est quand même bien distingué dans l'article. Alors, si il ou elles sont là, qu'il ou elle n'hésite pas à lever la main. Bon, j'ai été un peu rapide en disant que ce n'est pas un enjeu français à l'octone-autochtone, c'est un peu plus complexe que ça, je ne développe pas. Mais en tout cas, bon, ça a à voir aussi avec des enjeux coloniaux, quelle que soit la temporalité de ces enjeux. Mohamed Anne, je vous en prie, et si les auteurs sont là, encore, on leur donne la parole juste après. Allez-y. Ouvrez votre micro, on vous écoute. Monsieur Anne. Bon, alors en attendant, peut-être, donc je disais, il y a des questions qui se font face. Donc, quels sont les obstacles à la décolonisation de la santé publique? Et de l'autre côté, quelles sont les épistémologies développées pour une meilleure compréhension de la santé mondiale et les solutions préconisées pour parer à d'éventuelles inégalités? Alors, j'aurais coupé le micro, peut-être. Je vais voir si je peux le remettre. Hmm. Normalement, vous pouvez parler là. J'ai Oui. rien coupé, j'ai remis. Bon. Alors, obstacle d'un côté et épistémologie pour une meilleure compréhension et solutions préconisées pour parer à d'éventuelles inégalités. Je vous en prie. Alors, peut-être l'un des premiers obstacles, à mon avis, c'est de reconnaître qu'il y a un vrai problème de colonialité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce que, je dis ça parce que déjà, c'est un sujet quasiment tabou, en tout cas, enfin, dans le contexte francophone, compliqué à adresser. Et donc, pour moi, l'un des premiers obstacles, c'est d'abord ça. L'autre chose, c'est sommes-nous capables, comme je disais, de réflexivité, de pouvoir, d'ouverture, comme sommes-nous capables d'ouverture à d'autres disciplines? Parce que là, la question de la décolonisation, c'est aussi pouvoir prendre en compte les productions d'autres disciplines et qui permettraient d'éclairer la manière dont on pourrait intervenir en santé publique et en santé mondiale. Et ce qui me permet d'aborder la question des épistémologies. Il me semble que sur les épistémologies des Suds constituent un des exemples les plus marquants du cadre dans lequel cette réflexion sur la décolonisation transparaît. Mais quand on regarde aussi les productions scientifiques, la question décoloniale, elle apparaît dans le monde anglophone, elle est apparue depuis bien longtemps et complètement d'ailleurs décomplexée dans la littérature anglophone, que ce soit en matière d'ailleurs de santé publique, mais que ce soit aussi dans les sciences sociales, que ce soit dans les sciences sociales. Et pour les sciences sociales, on retrouve ce même mouvement aussi bien en philosophie, en sociologie, en anthropologie, dans le monde francophone que dans le monde anglophone. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la question par exemple, ce concept de pluriversalité de la science et de la démarche scientifique a tout son sens et pourrait peut-être incorporer la santé publique. Amandine. Merci beaucoup. Amandine, tu veux rebondir, pardon? Oui, c'est ça. Mais en fait, l'obstacle principal, c'est qu'on a vraiment, vraiment du mal à se saisir de débat, et en particulier dû au fait aussi que c'est compliqué de voir ça comme un problème systémique. Un problème c'est pas un problème de personne, c'est un problème de système, et c'est au-delà de quelqu'un qui est gentil ou méchant, en fait. Voilà. Ça sera la première étape. Après, il y aura d'autres difficultés. Je peux aller un tout petit peu plus loin si tu me le permets. On C'est te le un permet, problème, c'est un problème d'individu,
incorporant et incarnant eux-mêmes un système de valeurs et de pensée et de croyances. Donc on est évidemment, mais c'est quand même des individus qui, de fait, dans leurs actions, leurs réflexions et ou leurs paroles, eux-mêmes charrient le système dont tu parles. La question de Est-ce la qu'on peut y pluriversalité. rajouter la question de la communication aussi? La question de la manière dont on communique les résultats de la recherche scientifique ou même de la langue qui est utilisée pour faire des travaux et qui, voilà, qui se situe. Donc, pour dire que c'est multidimensionnel et très complexe. Absolument. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ça, Fatoumata a employé le terme de pluriversalité. Alors, il y a, depuis les années 70, notamment, né en Amérique du Sud, un mouvement disons, ouais, de reconnaissance. Donc, c'est un mouvement qui contribue à ces enjeux de décolonisation de la pensée et qui, effectivement, a essayé de dessiner une ligne d'équilibre entre ce qui serait de l'universalisme et ce qui serait du relativisme. Parce que dans nos pensées, en tout cas européennes, on est très structuré autour de ça. L'universel, le particulier, et le particulier ou le relatif est souvent déprécié. Donc, il y a eu un mouvement de décolonisation, effectivement, qui n'est pas attaché à la santé, qui essaye de dessiner cette voie du pluriversalisme comme une espèce de réconciliation positive d'un universalisme concret. On pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire laissant l'espace à d'autres imaginaires que l'imaginaire qui était majoritaire, c'est-à-dire d'inspiration européenne. Alors, on reprend le fil des questions. Il y a eu une remarque qui est peut-être moi. Amandine, vas-y. Je peux juste compléter aussi par rapport à ça. Il y a un des articles du numéro, par exemple, ça m'a un peu saisi en le lisant, mais en fait, ça n'aurait pas dû. Mais sur la collaboration, alors désolée si je reprends des termes aussi, entre certaines populations autochtones et populations allochtones. Bon, une collaboration de recherche dans ce cadre-là, on va dire, qui disait qu'en fait, ils avaient aussi dû se pencher sur la conception de la propriété de la connaissance, en fait. C'est-à-dire que, en tant que chercheur, on arrive avec les connaissances seront acquises, on va essayer de protéger chaque partie de la collaboration et tout ça. Et en fait, il a fallu revenir juste sur ça. Mais ça nécessite du temps aussi. Et peut-être que le temps et la restriction des financements et en fait fait que on n'a pas le temps de juste se poser sur nos représentations. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, c'est la décolonisation de la pensée, c'est ça. Et ça demande beaucoup de ressources aussi pour le faire. Voilà, je coupe à toi. Non, mais merci. Alors, il y a une remarque plutôt qu'une question autour de la crainte d'un phénomène de victimisation qui pourrait se muer sous forme de revendication essentialiste de ceux qui seraient desservis, disons en position minorisée, ou le devoir de céder du pouvoir de ceux qui sont présumés le détenir. Et la personne dit, elle pourra intervenir si elle le souhaite, je postule plutôt une responsabilisation, une autonomisation des acteurs, et c'est elle qui parlait de l'inculturation des concepts. Je partage ça avec vous. Donc, deux mains levées toujours. Mohamed Anne, si vous arrivez à ouvrir votre micro, ce que je souhaite. Et puis, Ange Valérie Merali Balou. Je n'ai bloqué aucun micro, j'ai autorisé l'ouverture de vos micros. Donc, normalement, ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, je m'en remets à Jonathan Juy. Ça ne marche pas, toujours pas? Moi, Si pour bonjour, je Marion. peux ouvrir mon micro, mais je laisse peut-être Mohamed Anne qui a la primeur sur moi. S'il y arrive, oui. S'il n'y arrive pas, je vous propose de prendre la parole. Dites-moi. Allez-y, madame. OK. Allez-y. Bonjour, donc Merali Présentez-vous en Balou. 2 mots. Super. Merali Balou, Ange Merci. Valérie. J'ai pour la première fois participé donc à ce numéro avec l'article. Voilà. Donc je ne suis pas, comme je le dis dans le numéro, ni une scientifique, ni une chercheuse. Mais voilà, j'ai pas pu me joindre à la première partie. Donc je m'excuse par ailleurs s'il y a des éléments que vous avez déjà mentionnés, mais je voulais réagir par rapport à certains éléments que j'ai entendus, et notamment Fatoumata, sur la question des savoirs et comment dire, de la validation des savoirs et de la recherche. Et moi, ce
ce qui m'interroge et ce que j'ai essayé d'interroger aussi, c'est au-delà de la question de la recherche, c'est l'incarnation de ceux qui opèrent en santé publique et en matière de coopération et de développement. Et je crois que les deux sujets sont particulièrement, alors pas exclusivement, mais sont particulièrement chargés d'imaginaires coloniaux, d'imaginaires de hiérarchie, pas que d'imaginaire d'ailleurs, de modalités opératoires en termes de hiérarchie des savoirs, en termes de validité de savoir ou pas. Et pour, toujours en lien avec quelques remarques qui viennent d'être faites, dont celle que vous avez mentionnée, François, pour moi, il y a vraiment une question en France qui est difficile à poser ou difficile à, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce papier. C'est la question de notre propre responsabilité, de nos propres représentations et de nos propres, dans les instances, au-delà de la question de la recherche, l'incarnation à la fois systémique, certes, mais systémique, c'est des personnes, et qui sont les personnes autour de nous, et quel est le pouvoir qu'on leur donne ou qu'on a nous-mêmes. Et c'est ce que j'expérimente, moi, dans ma carrière en termes de coopération-développement humanitaire, en particulier en santé publique. Je l'ai dit, hein, je suis de manière systématique la seule personne racisée dans la pièce, quasiment, du côté français. Et ça interroge, mais que moi. Que moi, dans le sens où quand j'interroge, bah, c'est une question qui est oui, mais tu es quand même là. Je l'ai dit aussi de manière peut-être pas académique. Mais la question, elle n'est pas pour pointer du doigt, elle est vraiment pour collectivement s'interroger sur ce que ça veut dire. Et quand on se projette à l'extérieur, qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce qu'on projette aussi sur nous? Et qu'est-ce que, de fait, sur la question des savoirs communautaires, est-ce que c'est des conditions qui permettent aux savoirs communautaires d'émerger? Et avant les savoirs communautaires, c'est les savoirs différents sur notre propre territoire. Je l'ai dit aussi, moi je suis réunionnaise. Et donc le territoire français est fait aussi d'une multiplicité de savoirs, de représentations qui ne sont pas incarnés et qui ne sont pas dans les instances, je le répète, opératoires au-delà de la question de la recherche et des savoirs académiques ou scientifiques qui existent. Parce qu'après, la mise en œuvre questionne et son impact est aussi important. Voilà, je voulais juste mettre ça en lumière parce que je trouve que voilà, souvent, enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est un élément qui me questionne au quotidien. Voilà, merci. Et pardon, et je rajoute juste aussi à ça la grille de lecture, évidemment, genre et pour le coup, femmes racisées ou hommes racisés dans nos contextes de santé publique et de coopération internationale, dans la mesure où moi, je travaille particulièrement sur le VIH et la santé de la reproduction. Et là, il y aurait aussi beaucoup à dire sur la question des représentations des corps, mais aussi de la capacité à faire des choix, à réfléchir et à produire des savoirs. Merci. Merci d'amener ces enjeux et cette approche intersectionnelle que je crois nous reprenons à notre compte à la revue Santé publique et à la SFSP. Amandine Fatoumata, je vous en prie. Moi, ça va être court. C'est juste pour vous remercier pour la contribution au numéro, parce que justement, cette approche, elle était. Enfin, c'est plus qu'un témoignage, en fait. Parce que c'est presque écrit de façon scientifique pour ramener un témoignage, une expérience. Donc, c'était précieux aussi dans tout, en fait, comme façon de contribuer au numéro. Et ça permet d'enrichir le débat et aussi d'inscrire ce problème-là de façon un peu, pas institutionnelle, mais en tout cas de l'avoir fait par écrit et de l'avoir fait dans ce numéro. Ça a permis de poser une pierre à l'édifice. On disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, que l'un des problèmes, c'est le manque de reconnaissance de ces enjeux-là comme un problème. Bah, ces contributions-là le permettent, il me semble. Je rejoins Merci. parfaitement Amandine, je me joins à ce qu'Amandine a dit. Juste rajouter que merci Ange Valérie de parler de ça, de revenir sur ce témoignage ici oralement et surtout de rappeler que quand on parle de décolonisation aussi, ce n'est pas seulement dans les rapports nord-sud, etc. et que dans le contexte vraiment dans lequel on se situe, il y a aussi des enjeux à prendre en compte. Merci.
Merci beaucoup. Alors, il y a des contributions dans le chat. Est-ce que vous pourriez donner en 2 phrases la définition que vous employez, enfin la définition que vous mettez derrière le mot épistémologie, pour préciser à l'esprit d'un certain nombre de nos participants, participantes? Oui, L'une ou l'autre, ou les deux? bon, je vois que Fatoumata est figée. Ah oui, vas-y. Vas-y. Ok. Alors, Amandine. En tout cas, dans le sens où moi je l'utilise, c'est la façon dont on produit des connaissances, dont on va. Alors, c'est vrai que ça fait très vague dit comme ça, mais par exemple, quand j'utilise les termes épistémologie décoloniale ou féministe, c'est qu'on va prendre en considération le positionnement et son positionnement dans la façon dont on va produire des connaissances. Donc, on va choisir les méthodes, dont on va analyser les données, dont on va inclure finalement notre subjectivité à des méthodes objectives. Je ne sais pas, Pour peut-être moi, Fatoumata, tu as une meilleure définition. non, mais pour moi, de manière très, très simple et pour aller vite, l'épistémologie renvoie à la manière dont la connaissance scientifique est produite et partagée. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, quand on parle d'épistémologie, on y ajoute également, bien évidemment, quand on parle de conditions de production de la science, les grilles d'analyse, les grilles de lecture et la démarche, les méthodes pour arriver à produire la science, de la connaissance. Une science de la Merci beaucoup. connaissance. Oui, c'est cadre théorique, conceptuel, méthodologique dans lequel on situe une réflexion et un travail. Une question. Avec les inégalités socio-démographiques connues dans les pays en voie de développement et les inégalités de traitement des scientifiques entre pays développés et en voie de développement, comment la décolonisation de la santé publique, attention, pourra-t-elle se faire à moyen et long terme? Alors, vous nous emmenez vers quel genre de solution, mesdames? Alors, sur Ah la ben oui, question c'est des pas facile, inégalités hein. de recherche, d'abord, un financement autonome de la recherche par les pays en développement, parce que la forte dépendance extérieure conduit aussi à la subordination. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu, parce que tout simplement, quand on regarde les budgets qui sont alloués à la recherche dans nos pays, voilà, on va être encore très loin de la décolonisation. Donc, voilà. Ok, Amandine. Il y a aussi les enjeux de représentativité, avoir des revues autonomes, vraiment tout ce qui permet de produire de la recherche, mais que ce soit vraiment pensé dans cette perspective décoloniale et financé de manière autonome et souveraine. Merci. Et peut-être gagner. Oui, c'est une vaste question parce que c'est compliqué aussi et notamment c'est encore plus compliqué avec les enjeux d'intersectionnalité comme le disait Ange Valérie tout à l'heure. Et aussi, et pour faire peut-être un rapport avec ce qui est dit dans le chat, c'est que la décolonialité, elle a lieu entre Nord et Sud, mais elle a lieu dans les pays aussi, entre différentes populations marginalisées, non marginalisées, dominantes. Donc en fait, c'est à différentes échelles. Mais donc voilà, là, les réponses sont à construire, je pense. Et peut-être à réfléchir pour la suite. Pardon, je me permets aussi on voit une centaine de personnes connectées, ça veut dire que le sujet intéresse beaucoup de monde. Et c'est peut-être à réfléchir pour la suite aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on construit quelque chose pour essayer de réfléchir collectivement à ces enjeux? Les murs de la SFSP vous sont ouverts pour y animer des réflexions qui vous sembleront pertinentes, même si nous sommes une organisation française. Est-il pertinent que ça ait lieu chez nous que chez nous, etc. Non, mais c'est une blague, mais c'est une demi-blague, parce que de fait, enfin, en tout cas, c'est ouvert. On peut absolument imaginer une démarche qui se poursuive, en partenariat d'ailleurs peut-être avec des organisations sœurs
de la SFSP, que sont les organisations francophones. Il y a un réseau francophone d'associations de santé publique au sein de la Fédération mondiale des associations de santé publique, et on peut très bien imaginer que ce soit une des questions. Dans le monde de l'aide au développement et dans le monde de l'aide humanitaire, il y a des réflexions très concrètes ces dernières années sur la relocalisation de l'aide. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, comment finalement, et d'ailleurs, c'est un des enjeux abordés par l'article dont vous avez parlé de Nicolas Méda et co-auteur, sur comment finalement transférer la capacité d'agir, le pouvoir et donc notamment en particulier l'argent directement dans les pays récipiendaires des fonds plutôt que de transiter par le monde des ONG, pour le dire comme ça. Donc voilà, il y a des résolutions mondiales autour de la relocalisation de l'aide. C'est comme ça que c'est labellisé. Et donc, c'est des processus en cours de façon très opérationnelle aussi. Une question, il nous reste 20 minutes. N'hésitez pas les unes et les autres à intervenir, lever la main, etc. Monsieur Anne, si votre micro s'ouvre, n'hésitez pas à nous le dire. Une question sur le concept de race. Qu'entendre du concept race est-il pertinent de nos jours? Je vous en prie. Je pense qu'il est utilisé au sens sociologique du terme, c'est-à-dire pas comme une catégorisation biologique, mais une catégorisation qui est réalisée par la société et qui du coup existe socialement, même si on ne la considère plus biologiquement. Merci. Fatoumata, tu veux compléter? Non, c'est bon. Non, non. Très bien. Si la personne considère que la réponse est incomplète, qu'elle n'hésite pas à le dire. Alors, il y a eu un petit morceau de discussion dans le chat que je n'ai pas suivi. Hop, hop, hop. Alors, l'élargissement de la réflexion au territoire français, oui, ça a été un peu amené dans la conversation. Souvent, enfin, ces dernières années, autour de succès de librairies, on entend parler de archipélisation du territoire français. Pour ma part, j'ai tendance à répondre que la France est un territoire archipélisé de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler d'archipélisation. La France est un archipel. Elle se situe sur les 5 continents et donc dans cette mesure-là, elle est bien sûr directement confrontée aux questions dont on est en train de parler de légitimité de parole des unes et des autres, de ses composantes. On pourra y revenir si ça intéresse certaines ou certains. La parole circule toujours. N'hésitez pas à lever la main. Est-ce que j'ai oublié des questions? Monsieur Faye, Moustapha Faye, je vous en prie. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'excuse parce que j'étais parti accompagner les enfants, ils étaient très tôt ici pour aller à l'école. J'ai raté un bout. J'ai raté un bout de la présentation, mais je remercie beaucoup. J'apprécie ce que j'ai entendu avant d'accompagner les enfants pour l'école. Moi, je suis sénégalais. Je m'appelle Moustapha Faye. Je suis basé à Québec depuis bientôt 16 hivers. Et je m'implique beaucoup aussi sur les questions de l'anthropologie de la médecine. Je suis chercheur ici. Et puis, pour la perspective québécoise et canadienne en ce qui concerne la santé mondiale, surtout la décolonisation de la santé mondiale, j'ai eu la chance de donner des conférences quand même à l'Université d'Ottawa, ici à l'Université Laval aussi. Et je voulais même partager ça avec vous, là, le résumé, mais je ne peux pas envoyer ça, mais je le ferai plus tard. Moi, j'ai quelques problèmes ici au niveau du concept de décolonisation de la santé mondiale au Canada. Pourquoi je dis que j'ai quelques problèmes? Parce que les réalités ont révélé, surtout les réalités politiques par rapport au Covid-19. Le Canada semble être un pays leader en santé mondiale parce qu'un pays leader il donne beaucoup à l'aide publique au développement. Mais quand le Covid-19 est arrivé avec les vaccins, les Canadiens, ils sont partis plusieurs sur COVAX, les vaccins de COVAX pour vacciner les Canadiens. Vous voyez? Et ça pose beaucoup de problèmes à mon niveau de compréhension de politique publique internationale par rapport à la santé publique. Et un autre fait, juste après Covid-19, le Canada a détruit plus de 30 millions de doses de vaccins contre le Covid-19.
Et c'est des réflexions que je voulais mettre sur la table pour la perspective canadienne. Et je continue aussi à documenter cette positionnalité en termes de politique publique internationale pour rapport à la santé mondiale. Et ça me pose énormément de problèmes. C'est pourquoi je pense que la question de la décolonisation peut varier d'un contexte à l'autre. Bien sûr, c'est évident, mais la perspective canadienne, elle est assez floue en termes politiques, là, publics, internationaux, pour vraiment se réapproprier d'une image de leader en santé mondiale. Parce que moi, auparavant, je m'étais beaucoup impliqué à aller vers les autorités du Parlement, de la Chambre des communes pour faire du plaidoyer, pour les sensibiliser sur l'aide publique au développement, pour augmenter la contribution du Canada par rapport à l'aide publique au développement. Je me suis rendu compte que ce travail que je faisais en tant que militant par rapport à une organisation canadienne basée à Ottawa, c'est comme si j'ai perdu beaucoup de temps à faire ce travail pendant 5 ans, or que quand COVID-19 est arrivé, j'ai vu un autre visage de mon pays d'accueil. Merci. Merci beaucoup. Une réaction, Fatoumata, Amandine? Oui, en fait, assez rapidement, c'est en fait, Mustapha, vous soulevez les problématiques liées à l'équité et à la justice sociale et qui n'est pas que l'on a pu voir et enfin auquel on a été confronté pendant le Covid et surtout au moment où les vaccins sont arrivés. Et ça a été d'ailleurs un moment pour voir que finalement ces notions-là de diplomatie sanitaire, de gouvernance mondiale, d'égalité, étaient finalement des notions assez creuses et que les inégalités structurelles entre pays se sont exacerbées. Et en vous écoutant sur la question de l'équité et de la justice sociale, je repensais à cet exemple-là. Je ne sais pas, il me semblait avoir vu Bernard Taverne et Séverine Carillon dans le chat, qui porte un projet qui a été financé par la NRS et qui ne peut pas démarrer parce que tout simplement, aujourd'hui, sur les ARV injectables au Sénégal, ils ne commencent pas parce que les industriels n'acceptent pas, ne veulent pas mettre à disposition les vaccins. Alors que ça a été un enjeu pour la lutte contre le VIH il y a près de 30 ans. Ça a donné lieu à des formes de mobilisation transnationale, collective forte pour mettre pour que les médicaments puissent être disponibles dans le Sud. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un sentiment de recul? Est-ce qu'on revient dans ces formes de mobilisation ou comment faire aujourd'hui par rapport à ces enjeux-là, alors qu'on en était à un tournant où justement on parlait de santé mondiale globalisée, etc., mais qui aujourd'hui est en net recul. Ce commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vois que Nicolas Méda est connecté. C'est un des auteurs du numéro. Peut-être que s'il en est d'accord, il n'est pas obligé, mais s'il en est d'accord, on peut lui aussi l'interroger sur finalement obstacle aujourd'hui à la décolonisation de la santé publique et ou de la santé mondiale. Et par ailleurs, quelles pistes, sans même parler de solutions, mais quelles pistes pour faire bouger les lignes et la situation en matière de santé mondiale et de coopération notamment. S'il le souhaite, qu'il n'hésite pas à intervenir. Séverine Carillon a été interpellée, si elle le souhaite, enfin interpellée gentiment. Si elle le souhaite, elle peut également intervenir. La parole continue à circuler. Oui, juste il y a aussi Oui. l'équipe, plusieurs auteurs, autrices d'Equipop qui sont dans le chat, qui ont contribué au numéro. Juste, Oui, absolument. Et donc, qu'il et elle aussi. Alors, Nicolas Méda, je vous en prie, vous levez la main, c'est parfait. À vous la parole. Et merci de votre présence. Voilà, je pense que oui, on vous j'étais entend. en lutte. Bonjour à tous, Nicolas Méda, Burkina Faso. Donc, tous mes remerciements d'abord à la revue
avoir considéré notre point de vue dans ce numéro spécial. Par rapport à la question posée, je crois que ça a été déjà largement répondu par les uns et les autres qui ont déjà pris la parole. L'article que nous avons produit fournit un peu notre position par rapport à ce qui pourrait être l'avenir de cette décolonisation de la santé mondiale. Et la conjoncture actuelle, pour nous, ouvre cette fenêtre d'opportunité où il est vraiment possible pour l'Afrique de passer un peu de la contemplation à un nouvel ordre de santé publique dans lequel il faut que les gens, les gouvernants eux-mêmes s'engagent à financer leur santé et ensuite de convoquer le partenariat international pour les stratégies d'appoint. J'ai eu l'opportunité de comparer un peu des pays dans leur engagement à financer. J'ai vraiment été stupéfait de constater le cas du Nigeria, qui est un peu la première, sinon la deuxième économie africaine, où a été publié ce que tout le monde connaît, qui est la déclaration d'Abuja, où chaque pays africain doit fournir 15% de son budget national à la santé. Figurez-vous qu'au Nigeria, ils n'ont jamais dépassé 4%. Bon. Qui vous voulez convaincre si vous-même vous ne vous engagez pas? Et comme tout le monde le sait, la santé, c'est un choix politique. Si un gouvernement décide que c'est un secteur qui fait l'objet d'une cause nationale, les espaces budgétaires s'ouvrent. Ça a été démontré. Comme disait un de mes collègues, quand on était aux affaires, j'ai poussé le Burkina Faso à atteindre 14% de contribution du budget national à la santé. Donc cela est possible quand les politiques s'engagent et pensent que c'est une cause à défendre. On ne peut pas continuer à flageller le partenariat international si nous-mêmes, on n'est même pas conscients que la question de la santé, c'est une question de souveraineté nationale. Et on a trop d'exemples pour montrer que la première solution, c'est un engagement des pays africains eux-mêmes à financer leur santé et ensuite à convoquer le partenariat international et à appliquer tous les principes que tout le monde a adoptés depuis Rome, depuis Paris, depuis Accra, depuis Busan, mais que personne ne veut appliquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, juste un instant, parce que un participant ou une participante dit que seuls les participants sélectionnés peuvent activer le son. On n'a absolument rien fait de ce point de vue-là du côté des organisateurs et des organisatrices. Donc, toutes nos excuses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'était pas un choix de notre part et encore moins une décision. Jonathan, tu veux intervenir? Pardon, je prends juste la parole sur ce point technique. Quand vous arrivez, en fait, les micros sont automatiquement désactivés et ne peuvent pas être activés tout seuls pour éviter en fait une cacophonie si tout le monde parlera en même temps. Sitôt que vous demandez la parole, en fait, on vous donne la possibilité que vous puissiez activer votre micro. C'est pour ça, mais il faut juste d'abord mettre un petit mot dans le chat ou lever la main et on vous met la possibilité d'activer votre micro tout de suite derrière, il n'y a aucun souci. Merci de ces précisions qui me rassurent effectivement. Alors, juste, il nous reste peu de temps. Juste avant de vous donner la parole, Madame Maniga, je passe une ou deux questions qui sont parvenues. Notamment, alors, Amandine a commencé à répondre, mais l'enjeu... alors, il y a la question de la décolonisation scientifique de l'Afrique. Une question pour Fatoumata. Et puis, il y a une question sur l'intégration de ces enjeux à la formation de professionnels de promotion de la santé. Amandine a commencé un peu. Est-ce que vous voulez ajouter deux mots? Parce que, effectivement, dans les solutions, en tout cas dans les pistes d'évolution, oui, ça passe notamment par le changement de posture des unes et des autres, on en a parlé.
qui incarnent eux-mêmes, etc., etc. Donc, c'est essentiel, la formation. 2 mots là-dessus, peut-être? Je n'ai Amandine, pas tu veux y aller? Ou j'ai lu la Oui, Fatou sur Mata? Vas-y, ah non, Amandine, puisque tu avais commencé à. Vas-y. Non, c'est juste, je trouve l'intervention très pertinente de Mariana dans le chat sur, en fait, faire donc essayer de repenser la santé publique en pensant à partir des auteurs du Sud et donc en fait de faire ce travail-là à l'inverse, ce qui nous amènerait à penser la santé publique autrement, les enjeux différemment. C'est une très bonne idée. J'espère que tu seras maître de conférence après tes études, Mariana. Mais ouais, c'est pour ça que je leur ai juste dit dans le chat, ces et une étudiante, il me semble, qui a répondu qu'elle était dans la même situation. Et je dis, ben, si elles font des travaux là-dessus, sur les conditions pour pouvoir faire ça, de nous le dire ou même de nous faire participer. Mais voilà, c'est une réflexion, moi, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai mis un petit guide qui est en libre accès, guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Un complément, Fatoumata, ou c'est bon? Alors, juste sur assez rapidement sur la décolonisation en Afrique, je rappelle que c'est vraiment quelque chose qui est amorcé de longue date. Maintenant, c'est au niveau de c'est son institutionnalisation dans les univers francophones et les universités et centres de recherche en Afrique francophone qu'il y a un vrai travail à faire. Merci. Alors, une question. Il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer de... Voilà. Y a-t-il une littérature critique rigoureuse du travail de... C'est pas une question simple, hein, du travail de l'IHU Méditerranée, donc les Méditerranée Infection, au regard de la thématique de la décolonisation? Alors, si Louis a envie de préciser, éventuellement, il peut. Sinon, si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas. Donc, l'IHU Méditerranée Infection, c'est le centre de recherche situé à Marseille, dont on a beaucoup entendu parler depuis Covid, notamment au sujet de l'hydroxychloroquine et le fameux professeur Didier Raoult. Avez-vous des choses à dire? Oui, non? Vous n'êtes pas obligé, hein? Moi, j'ai pas trop d'infos sur ces... Non. Peut-être Fatoumata ou Ok. toi, je sais pas. Non, non, je n'ai rien à dire sur le sujet. En tout cas, Je me suis pas pensée pour la question. en tout cas, pas en lien avec la question décoloniale. Jean-Luc Caffin, un des co-auteurs de l'édito, la recherche au Sud est souvent dépendante des financements extérieurs, comme le disait Fatoumata. Il y a donc parfois un cadrage de la recherche par les bailleurs de fonds. Merci de la précision. Et puis, je l'essaye qu'on n'oublie rien, entre guillemets, aucune des questions qui sont soulevées. Est-ce qu'il y a... Madame Maniga, je vous en prie, assez court pour qu'on ait le temps de clore proprement ce webinaire. Vous avez la parole. Si le micro fonctionne. Ah. Pour l'instant, ça ne marche pas. Une question. Excusez-moi, Si. excusez-moi, ça y est, Allez-y. c'était désactivé de nouveau. C'est pas vous, mais ça doit se faire automatiquement. Non, je voulais simplement rebondir rapidement sur l'intervention de M. Méda, qui a soulevé la vraie question qui, me semble-t-il, chapeaute ces questions de mise en œuvre de solutions opérationnelles, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, en fait, l'absence d'implication politique à la hauteur des engagements par les pays africains est un vrai problème. Qui soulève la question du travail en silo que font les professionnels, bien trop souvent. Donc, décoloniser aussi, c'est décloisonner, s'enrichir des savoirs des autres, et puis faire pression sur le monde politique pour que les financements puissent accompagner ça, que ce soit les financements politiques africains, mais l'aide publique au développement qui est en difficulté avec les décisions américaines. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Et pas Merci. Et pas qu'américaine, hein. Un grand nombre de pays riches, dont la France, c'est quand même 35 ou 40% de moins, je crois, sur le budget 2025, donc c'est majeur.
Peut-être qu'on prend une dernière intervention. Justement, les initiatives de santé globale aussi, en fait, parce que l'enjeu pour eux aussi, pour les Global Health Initiatives, c'est d'entretenir cette démarche en silo pour leur propre visibilité et leur propre existence. Enfin, voilà. Et ça, c'est un vrai problème quand on prend les initiatives de santé globale. On a l'impression que dans la manière dont elles dont elles s'exercent dans les contextes africains, au-delà des apports sur le système de santé, etc., reproduisent quand même ou entretiennent ces inégalités-là, parce que, voilà, et un des exemples, c'est que, par exemple, si on prend le cas du Fonds mondial, etc., ils n'ont pas, les fonds sont logés ici, en Europe, alors que, voilà, enfin, pourquoi on n'irait pas vers la relocalisation des fonds, par exemple, dans des instances comme l'Union africaine ou des choses comme ça. Mais voilà, pour dire tout ça. Ok, il est 14 heures pile. Peut-être, alors, soit on arrête là, soit on prend la dernière intervention, peut-être, Kotar Benjaber, et puis après, on clôt. Est-ce que votre micro est ouvert ou votre main est baissée, mais je n'entends pas votre voix? Oui, allez-y, vous avez la parole. Kotar Benjaber. Bon, je suis désolé de ce petit contretemps, mais je propose qu'on arrête. C'est l'heure qu'on avait annoncée. Ah, bon, ou alors on prend, parce qu'il y a encore une main qui se lève. Alors, peut-être Monsieur So, si vous voulez, ou Madame So, pardon. Monsieur, je crois. Si votre micro s'ouvre, allez-y. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup aux intervenants. Je pense que c'était des présentations, des interventions assez pertinentes et excellentes. Moi, c'est Mohamedou Moustapha Sow. J'avais soumis un article, mais qui après n'a pas été publié. On a dû le retirer pour faute de, je pense, assez critique vis-à-vis de ce qui se passait. Donc, on a jugé nécessaire pour préserver un peu la suite de ma carrière. C'est genre de l'article. Bon, ma question, en fait, l'interrogation que j'avais, c'était plutôt par rapport à une décolonisation des postures, des chercheurs. L'exemple, c'est qu'on est engagé dans un projet qui mobilise presque 135 chercheurs et des personnes du monde du développement afin de construire des problématiques de santé autour d'une zone assez importante au Sénégal qui est le lac des Guers, par l'entrée de l'eau. On se rend compte que plus on avance, plus la mobilisation de beaucoup de chercheurs se diminue. Donc, ils préfèrent se quitter du projet pour ne pas entreprendre cette démarche de co-construction où on doit déjà co-identifier les problématiques de santé avec les communautés dans les Living Labs. Donc, on est obligé d'entreprendre une démarche itérative. On part vers les communautés, on discute avec eux, on intègre leur savoir endogène, leur vécu de tous les jours. Mais c'est là-bas où on se rend compte qu'ils se déconnectent de cette réalité parce qu'ils n'en veulent pas. Donc, pour moi, il est important aussi de penser vers une décolonisation déjà de nous, les chercheurs, et de nous ouvrir vis-à-vis d'autres chercheurs parce que beaucoup préfèrent ne pas entreprendre cette démarche parce que c'est plutôt socio-anthropologique, disent-ils. Donc, peu en sciences où on quantifie quand même. Donc, je pense que l'idée, c'est que dans les pays du Sud, avant qu'on ne déconstruise certaines, on va dire, une certaine représentation, mieux vaut essayer aussi d'intégrer cette démarche, de pouvoir s'ouvrir à d'autres disciplines afin de pouvoir travailler ensemble. En fait. Merci. Merci. Je vous propose que Fatou et Amandine vous répondiez et en même temps, on clôt ce webinaire très intéressant et très riche. L'une et ou l'autre, allez-y, vous avez la parole. Et je pense que c'était une contribution importante sur la réflexivité du chercheur qu'on a déjà évoqué. Et je voudrais surtout remercier Moustapha Sow
de son témoignage, de la prise de parole, et qui permet en fait d'éclairer la question de la prise de risque qu'on évoquait tout à l'heure et comment des organisations vont se retirer parce que tout simplement le papier va être jugé très critique par les bailleurs et non pas par le chercheur en lui-même. Donc, du coup, voilà, c'était juste ça. Et vraiment, merci à toutes les personnes. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter à ce webinaire et pour les échanges intéressants et en espérant que cela puisse se poursuivre sous d'autres formes. Merci beaucoup. Absolument. Amandine? Non, tu ne veux pas. Alors, ton micro est fermé, hein, tu sais. Oui, je disais juste, je plus sois. Il est 14h05, j'imagine que tout le monde doit Allez. retourner à ses occupations. Donc, Absolument. Merci à toutes et tous. Merci à vous deux et à Valérie et à Fatih pour la coordination de ce numéro. On est très content d'avoir pu porter ce projet éditorial qui ouvre des perspectives à la fois de réflexion et d'action. Et on voit comment on rebondit éventuellement dans l'année à venir. Tout est ouvert. Merci à toutes et tous de votre présence et à très bientôt alors. Bon après-midi. merci François pour la modération. Je t'en prie, c'est un grand Merci plaisir. Jonathan aussi pour la coordination et l'appui technique. Oui. Merci François et merci Et Jonathan. Eh oui, le précieux Allez. Jonathan. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.